Édouard, on se retrouve entre, j'allais dire, deux trains. C'était lundi de Pâques, on n'a pas fait de journal. On en refera un lundi prochain, bien entendu. Je remets la caméra à droite, voilà. Donc on se retrouve lundi pour faire un journal plus complet, mais je voulais quand même qu'on fasse un point en milieu de semaine parce qu'il y a une actualité spécialement en Ukraine. Alors, Thierry Messant nous a parlé hier d'actualité en Gaza. Euh, En Ukraine, il y a un sujet important Oui, que je vais rassembler pour aller vite autour de la communication téléphonique entre Monsieur Shoigu, le ministre russe de la Défense, et notre ministre à nous, Monsieur Sébastien Lecornu, qui est oui. ministre des Armées. Et peut-être que tu peux nous dire quelques mots de ce qui s'est dit dans cet entretien, et puis de la guerre de communiqué qui a suivi cet entretien, puisque en fait, on voit qu'il y a une espèce de jeu de la barbichette et on ne sait pas qui tient l'autre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, moi je dis l'impression que j'ai eue quand j'ai appris qu'il y avait eu ce coup de téléphone avant même de lire les communiqués respectifs. Mon impression a été que euh, le gouvernement français prend peur, puisque les messages qui ont été envoyés par les Russes depuis quelques semaines, depuis qu'Emmanuel Macron parle d'envoyer des troupes en Ukraine, n'ont pas été extrêmement compréhensifs, on va dire les choses comme ça, avec la promesse de cibler immédiatement le premier soldat français qui mettrait le pied en Ukraine. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Américains ont été très clairs vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Ils ne veulent pas être entraînés dans une escalade qui serait une escalade nucléaire, forcément, à la fin. Bon. Donc, moi, mon interprétation, c'est que la partie française a sollicité un entretien au niveau des ministres de la Défense pour essayer d'arrondir les angles du point de vue français, sortir de l'isolement. C'est bien d'ailleurs ce qui a été dit. Je crois que c'est un point sur lequel les deux communiqués convergent, c'est que il y a eu effectivement une demande française. Ensuite, il y a divergence parce qu'évidemment du côté français, on essaye de continuer à jouer les fortiches. Donc on explique qu'on a expliqué la vie aux Russes et qu'on leur a dit que jamais au grand jamais il fallait penser que l'Ukraine était derrière l'attentat du Crocus City Hall à Moscou. Et apparemment du côté du côté russe, Shoigu aurait répondu extrêmement sèchement qu'il est vu que derrière l'Ukraine il y avait toujours les services occidentaux, il espérait qu'on n'allait pas découvrir qu'il y avait les services français. Donc ça c'est Quel est le sens de cette phrase? Puisqu'évidemment, c'est une phrase qui, en langage diplomatique, en dit beaucoup, et même énormément, et est suffisamment ambiguë pour qu'elle fasse psychoter plein de gens. Concrètement, qu'est-ce que tu retires de cette phrase? là encore, hein, nous manquons d'éléments, nous ne pouvons nous fonder que sur les deux communiqués. Mais malgré tout, j'ai quand même l'impression qu'il y a deux possibilités. Soit les Russes ont trace d'échanges entre les services français et d'autres services occidentaux sur ce qui se tramait à Moscou, soit c'est une façon de faire comprendre aux Français qu'il n'y a pas de cadeau à attendre de la partie russe. Les deux, d'ailleurs, ne sont pas incompatibles. Mais est-ce que, de ton point de vue, Shoigu sous-entend pratiquement explicitement que les services français sont impliqués dans l'attentat de Moscou? Ben, disons que c'est une des deux possibilités, comme je le disais à l'instant. L'autre possibilité, c'est une possibilité plus à titre de menace voilée. N'essayez pas de vous mêler de quoi que ce soit à l'avenir, parce que au fond, que ça soit vos soldats ou vos services, les Russes riposteront.
Oui, mais je reviens à ma question, est-ce que tu esquives? Tu fais l'énarque qui ne va pas répondre aux questions. Je n'ai pas fait l'ENA, monsieur. Est-ce que les Russes apporteraient demain des preuves de l'implication à un degré ou à un autre des services français dans l'attentat de Moscou? Est-ce que ça te surprendrait? Non, ça, en soi, ça ne me surprendrait pas pour la bonne raison que je pense que nous sommes mouillés jusqu'au cou dans ce qui se passe. Et quand je dis dans ce qui se passe, dans le soutien de facto à l'Ukraine contre la Russie. Donc aujourd'hui, nous ne savons pas dans quelle mesure les Russes ont des éléments concernant l'Ukraine derrière l'attentat, mais ensuite, ce que dit Shoigu sur le soutien des services occidentaux, évidemment, on pense plutôt au MI6 ou à la CIA, mais enfin, on sait qu'Emmanuel Macron nous implique jusqu'au cou dans le soutien à la guerre d'Ukraine, dans le soutien à l'Ukraine dans cette guerre d'Ukraine. Donc, non, en soi, moi, je ne serais pas surpris. On peut pas en dire plus pour l'instant. C'est quand même une hypothèse l'hypothèse anxiogène pour tout le monde. C'est l'art de la diplomatie, de prononcer une parole un peu en l'air, et qui en même temps, on veut dire, en signifie beaucoup. Supposons que Shoigu ait dit cela parce que les Russes ont des soupçons sur l'implication des services occidentaux et peut-être français dans l'organisation de l'attentat de Moscou. Supposons qu'ils arrivent à nourrir cette accusation, quelles pourraient être les répercussions pour la France? On peut imaginer dans tous les cas des répercussions pour l'après-guerre, puisque dans le cas où la Russie gagne cette guerre, ce qui est quand même probable, il y aura des marchés après ça, et on peut imaginer que la France soit systématiquement écartée, alors que l'Allemagne serait favorisée, l'Allemagne ayant été plus discrète, plus maligne ces dernières semaines. Par ailleurs, on peut imaginer aussi quelque chose de très simple à quoi on assiste depuis des mois, qui est l'éviction de la puissance française en Afrique, et on imagine très bien que les Russes intensifient leurs actions anti-françaises en Afrique. Est-ce que, de ton point de vue, il y a un risque, au vu de tous ces éléments, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui la Russie instruit un dossier, mène une enquête sur la nébuleuse autour de l'attentat du Crocus Hall, est-ce qu'il y a un risque d'escalade militaire du fait de cet attentat, puisque beaucoup ont dit, mais Poutine, devant son peuple, vient d'être réélu, en termes de crédibilité, il ne peut pas rester inactif devant l'attentat du Crocus. Est-ce qu'il y a un risque d'escalade? Je crois que l'escalade a déjà eu lieu, même si nous ne l'apercevons pas dans les médias français. Mais quand on suit le conflit au jour le jour, par exemple, dans les 3 jours qui ont suivi l'attentat, les sièges des services de renseignement ukrainiens, services intérieurs et services extérieurs, avaient été bombardés à Kiev et très méchamment. Nous avons d'autre part une montée en puissance des frappes russes sur un certain nombre d'infrastructures électriques, sur les dépôts de munitions et sur les casernements de soldats. Mais le plus important, c'est ce qui se passe sur les infrastructures électriques, en particulier à Kharkov, qui a servi de leçon, enfin qui devrait, du point de vue des Russes, servir de leçon aux Ukrainiens et donc aux Occidentaux. Alors, là où je réponds pas à la question, c'est, elle implique ta question que il y ait effectivement une immixtion des Occidentaux sur le territoire ukrainien éventuellement pour défendre l'Ukraine plus sévèrement attaquée qu'elle ne l'a jamais été par la Russie. Alors, si on se fonde sur ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines, d'abord constatons qu'au-delà de la Pologne et des pays baltes, Emmanuel Macron n'a pas eu de soutien pour l'envoi de troupes au sol.
Il n'empêche que si l'on en croit Madame Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, dans une déclaration qu'elle a faite hier, les Russes savent que 1500 Français pourraient être déployés dès le mois d'avril si Emmanuel Macron en donnait l'ordre. Information à vérifier, mais si la partie russe le dit, elle doit avoir des arguments. Mais d'autre part, y a-t-il ou pas une volonté des États-Unis de freiner le jeu, en fait d'avoir deux fers au feu? Un fer, c'est Macron qu'on excite pour qu'il ait l'air de menacer les Russes, et l'autre fer, ça serait une ligne directe avec Moscou par service interposé. En particulier, on a dit il y a quelques jours que c'était en fait les Américains qui avaient fait fuiter la conversation entre généraux d'aviation de la Bundeswehr, donc de la Luftwaffe en fait, qui parlait de bombarder le pont de Crimée. Donc sans doute les Américains jouent-ils sur les deux tableaux. Moi j'ai tendance à penser que Emmanuel Macron est plus isolé que ce que nous avions anticipé depuis ses promesses d'envoyer des troupes au sol. Alors on voit quand même qu'il y a eu, on va soulever quand même deux points. D'abord, pour revenir à cette conversation avec Shoigu, il y a eu un jeu de ping-pong entre le Cornu et Shoigu sur qui a proposé des pourparlers de paix, où le Cornu a dit nous jamais, mais on sent bien que Shoigu, dans la conversation, a dû parvenir à évoquer ce sujet, même si les Français s'en défendent. Est-ce que tu penses que des pourparlers de paix sont possibles dans les prochaines semaines, puisque manifestement, ça a été l'un des sujets évoqués dans cette conversation? Alors, d'abord, regardons les médias occidentaux qui se font l'écho d'une panique réelle devant le possible effondrement de l'armée ukrainienne. Alors, en anglais, dans les médias anglo-saxons, on dit c'est le mot en C pour collapse. Mais en fait, on dirait en français, c'est le mot en E pour effondrement. Est-ce qu'on prononce le mot tabou? Est-ce que l'Ukraine peut s'écrouler? Il y a de plus en plus de responsables occidentaux qui en sont convaincus. À partir de là, quelle est la bonne stratégie à avoir? Négocier maintenant pour limiter la casse, puisque les Russes, territorialement, ne sont pas au Dniepr, pour dire les choses, et pour sauver Odessa, d'une certaine manière, ou bien continuer à soutenir l'Ukraine comme ça a été fait jusqu'à maintenant. Moi, je crois qu'à Washington, il y a deux partis qui s'affrontent, en sachant qu'il y a des considérations très fortes de politique intérieure à Washington, parce que les démocrates se disent que ça serait quand même embêtant de ne pas pouvoir agiter le sujet ukrainien contre Donald Trump et régler le conflit, entamer des négociations de paix dès maintenant, ça serait quand même donner raison à Trump. Il y a un autre paramètre qui joue, qui est le paramètre européen, où la situation est en réalité très complexe. C'est un mikado, on a du mal à s'en sortir, mais les sondages annoncent une probable percée poussée, en tout cas, de ce qu'on appelle l'extrême droite, des mouvements. Alors, on ne peut plus dire souverainistes, puisqu'on ne veut pas dire que Mélanie ni Bardella soient des souverainistes au sens où nous l'entendons, mais pousser des mouvements populistes, on va dire ça comme ça. Il y a un débat aujourd'hui, puisque Ursula von der Leyen, qui veut être réélue, envisage de travailler notamment avec le groupe de Mélanie, qui serait aussi celui de Marion Maréchal si elle était élue, ce qui fait hurler un certain nombre de gens, notamment chez les macronistes, dans le centre, on va dire ça comme ça, au centre, et on évoque le risque d'une minorité de blocage au Parlement européen qui serait susceptible de bloquer les institutions européennes. Ça veut dire que pour les mondialistes, pour les multilatéralistes qui croient à ces grands ensembles régionaux, les élections européennes pourraient être un phénomène aussi catastrophique que le Brexit l'a été en termes d'affichage et de désaffection vis-à-vis de l'idéologie mondialiste. Est-ce que, puisque c'est en tout cas ma théorie, on peut imaginer que pour contourner cet obstacle, pour changer la donne aux élections européennes, un Emmanuel Macron ne prenne le lead pour
créer une crise internationale et aller vers le scénario que j'appelle, qui est un scénario personnel, hein, qui est celui de la drôle de guerre, c'est-à-dire qu'on serait en état de guerre avec la Russie, sans affrontement au sol, comme ce fut le cas entre septembre 39 et mai 40, mais ça permet de polariser l'opinion et de reconstituer le bloc des normistes, le bloc conformiste. Alors oui, il y a très clairement cette offensive-là qui est envisagée. D'ailleurs, on voit très bien comment un Bardella, par exemple, multiplie les déclarations pro-ukrainiennes et pro-OTAN précisément pour échapper à l'accusation d'être pro-russe. À l'inverse, on voit comment en Allemagne, l'étau se resserre autour de l'AfD, puisqu'actuellement, 2 personnalités au moins de l'AfD sont accusées, selon un rapport des services tchèques, que personne n'a jamais vu, mais qui est invoqué dans les médias, d'avoir reçu de l'argent des Russes pour développer une propagande russe, pro-russe. Voilà. Ce qui ne manque pas d'être cocasse, puisque quand même les amateurs de nationalisme allemand, historiquement, ne se sont jamais sentis proches des Russes. Alors, Eric, sur ce point, je pense que le nationalisme allemand a toujours été divisé. Il y a le clan bismarckien qui est pro-russe et un clan, on va dire, qui mène plus naturellement au nazisme, qui est anti-russe. Donc là, je pense que c'est précisément un débat très dur actuellement en Allemagne. Et l'AfD, de ce point de vue-là, est plus bismarckienne que néo-nazie, de ce point de vue-là. Bon, mais l'autre question, effectivement, c'est que on voit bien que ces choses-là ne marcheront pas forcément parce que l'AfD elle a une solide assise, parce que, comme on le disait, il y a le rapprochement entre Meloni et le groupe ECR et puis éventuellement Ursula von der Leyen. Donc, est-ce que pour sauver le groupe Renaissance, Renew, au Parlement européen, Emmanuel Macron se lancera dans une opération grandiose? Il s'est trouvé très isolé ces dernières semaines, malgré tout. Alors, est-ce qu'il prendra ce risque, ce qui voudrait dire quand même qu'on exposerait la fine fleur de l'armée française, en particulier la Légion étrangère, à des frappes russes de bombes planantes ou de missiles hypersoniques, au risque de décapiter l'armée française pour de longues années? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut se faire sans que les Américains soient d'accord? C'est un point d'incertitude. Bon, en tout cas, je note que quand je vais sur les réseaux sociaux, je reçois des publicités, c'est très vexant d'ailleurs, m'indiquant que les vétérans sont les bienvenus dans l'armée française et qu'en tant que vétéran, on peut s'engager dans l'armée pour retrouver un emploi. Je suis intrigué par ce genre de publicité. Oui, oui. Moi, je reçois des publicités pour des problèmes auditifs, tu vois, donc je dois pas cocher les mêmes cases. Bon, Edouard, concrètement, on se retrouve lundi prochain et puis on essaye de faire un Urbi et Orbi en cette fin de semaine, même si la fin de semaine va être chargée. Oui. Et puis, écoute, de toute façon, on continue l'information sur le courrier des stratèges. Parfait, merci Eric.